Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à la leçon numéro 13 du module mathématiques 1. Alors, cette leçon concerne la notion de continuité. Alors, nous avons déjà vu dans les leçons précédentes la notion de fonction, les propriétés des fonctions. Nous avons vu un certain nombre de propriétés concernant les limites des fonctions, les comparaisons locales pour les fonctions. Aujourd'hui, nous allons commencer une autre notion qui est essentielle et capitale en mathématiques, qui s'appelle la continuité. Vous avez déjà sûrement entendu parler de continuité, au moins pour quelques fonctions qui sont assez simples, genre les fonctions polynomiales. Alors maintenant, on va faire la définition générale de la continuité, et ainsi de suite, et ainsi aussi les propriétés relatives à cette notion. Alors, dans cette leçon, nous allons commencer par la définition de qu'est-ce que c'est que la continuité en un point. Propriété. Alors, souvent, on annonce une notion, on a besoin quand même de dénoncer aussi toutes les propriétés, ou au moins les propriétés les plus intéressantes sous-jacentes. Continuité sur un intervalle, continuité uniforme, ensuite, et enfin, les applications ou les fonctions lipschitziennes. Alors, commençons d'abord par définir et montrer ce que c'est que la continuité en un point. Alors, avant de faire quoi que ce soit, intuitivement, la notion de continuité, comme le terme continu se prononce, ça signifie que quand vous dessinez une courbe, ou vous dessinez un trait, vous voyez, vous dites, je dessine cette courbe de manière continue. Alors, qu'est-ce que ça signifie continu? Ça signifie que je ne lève pas la main. C'est pas comme ceci, puis je lève la main et puis je commence comme ceci. Donc déjà, intuitivement, la notion de continuité vient un petit peu de cette image, si vous voulez, écrire ou dessiner sans lever la main. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner un sens mathématique à cette intuition de continuité. Bon. On prend une fonction qui va d'un intervalle i dans R, donc on s'intéresse principalement aux fonctions numériques réelles, et je prends un a, un élément de i. Alors, bien sûr, l'intervalle i peut être de toutes sortes, il peut contenir plus l'infini, il peut contenir moins l'infini, en fait, un intervalle, tout simplement. On dira que f est continu en a si la limite de f en a existe, et cette limite est égale à f de a. Donc, c'est très important. D'abord, la limite en a existe, et en plus, cette limite doit être égale à f de a. Vous voyez que, quand on avait traité de notion de limite, on n'avait pas écrit a appartenant à i. On avait écrit peut-être sur les extrémités. Donc, pour le calcul des limites, on n'avait pas nécessairement a appartient à i. Mais pour la continuité, vous voyez dès le départ, on annonce que A doit être dans I. Pourquoi? Ben, tout simplement, vous voyez, j'ai besoin d'écrire f de A. Donc, autrement dit, f est continu en A, si et seulement si limite de f de x égale à f de A. On réécrit tout simplement, mathématiquement, la propriété de continuité, ou plutôt de limite, quel que soit epsilon positif, il existe delta positif tel que, si x est dans I, et si x est assez proche de petit a, alors je dis proche de petit a, de petit a c'est à l'aide de ce petit delta, f de x est proche de f de a. Alors, quand je dis proche, c'est parce que j'ai toujours la valeur absolue qui définit, bien sûr, rappelez-vous, une distance. Donc, ceci, ça signifie tout simplement que f de x se rapproche autant que l'on veut de f de a quand x se rapproche de petit a. Cela signifie tout simplement que, en passant par petit a, on ne lève pas la main. Donc, c'est ça la notion de continuité en un point. Alors, bien sûr, comme on avait fait pour les limites, on avait annoncé la notion de limite à gauche et limite à droite, on va aussi, de même, voir qu'est-ce que c'est que la notion de continuité à gauche en un point. Je prends une fonction qui va de l'intervalle i dans R, je prends A un élément de I, très important, qui ne soit pas l'extrémité gauche de I. J'ai la restriction de f
à l'intervalle I inter moins l'infini A. Vous voyez ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que l'on s'intéresse uniquement à valeurs plus petites que A. Ça signifie qu'on s'intéresse uniquement à ce qui se passe à gauche en petit a. Donc c'est pour ça que, en fait, on arrête ici, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe après petit a. Dans ce cas, f est dite continue à gauche si G est continu en A. C'est-à-dire, vous voyez, on a finalement la même écriture, on remplace tout simplement L par f de A. Rappelez-vous que dire que L égale la limite quand x tend vers A moins de f de x égale à L, quel que soit epsilon, il existe delta, vous voyez inférieur à A, hein, f de x moins f de A, vous voyez ici, hein, ici, f de A joue le rôle de L, donc f de A, c'est la limite à gauche. Ceci nous donne la notion de continuité à gauche. De même, hein, vous voyez ici, pour travailler à droite, nous travaillons dans ce sens-là, et donc on ne s'intéresse que par valeur supérieure, c'est-à-dire à droite de A, et de même, on va voir ici, vous voyez, ce qui se passe en dessous de A ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse uniquement ce qui se passe par valeur supérieure. Donc, f est continu à droite si la limite à droite en f de x coïncide avec A. Alors, attention, il y a des fonctions qui ont une limite, qui sont continues à droite, qui ne sont pas continues à gauche. Il y a des fonctions qui sont continues à gauche, qui ne sont pas continues à droite. Il y a des fonctions qui sont continues ni à gauche ni à droite. Donc ça, c'est, vous le verrez un petit peu dans le polycopier, dans les supports que vous allez trouver sur le site Netuno. Donc, revenons un petit peu à ceci. On va maintenant définir qu'est-ce que c'est que d'abord la discontinuité, et ensuite, qu'est-ce que c'est que la discontinuité de première espèce. F étant une fonction qui va de l'intervalle I dans R, je prends A un élément de I. Si F n'est pas continu, alors F est dite discontinue. Alors, je dois aussi faire une petite propriété. F est continu en A équivaut F continu à gauche, en A bien sûr, et F continu à droite en A. Alors, cette propriété est très intéressante. Parfois, la fonction n'admet pas une limite à gauche, donc elle ne peut pas être continue à gauche. Donc la fonction ne peut pas être continue. De même pour à droite. Donc, ça nous donnera, si la fonction n'est pas continue, pardon, si la fonction n'est pas continue, on l'appellera fonction discontinue en ce point-là. Maintenant, si A est à l'intérieur, alors, je vais juste en deux mots expliquer ce que ça signifie A est intérieur à I, c'est-à-dire qu'il n'est pas point extrémité. Ça signifie que je peux trouver, si je fais le dessin, vous voyez ici, ça c'est l'intervalle, ça c'est A. Si je prends A ici, il n'y a que d'un côté. Si je prends A ici, donc vous voyez c'est les extrêmes, il n'y a qu'un côté. Mais si je prends A ici, il y a aussi bien ce côté que ce côté. Donc c'est pour ça que l'on appelle ici point intérieur, c'est pour faire la différence avec les points extrêmes. On dira, donc ici je prendrai un point intérieur, si f est discontinu en A, mais admet des limites à gauche et à droite en A, existe et sont finies, on dira que la fonction présente en A une discontinuité de première espèce. Alors, essayons de voir sur image, sur quelque chose de ce type-là. Donc, vous voyez, je vais prendre ceci, je vais prendre une fonction qui fait ça. Alors, ça, c'est le point petit a. Je prendrai maintenant comme ça. Alors, cela signifie quoi? Vous voyez ici, à droite, la fonction admet une limite. C'est cette valeur-là. Hein, donc, je dirais L2. À gauche, vous voyez ici, hein, à gauche, la fonction admet une limite qui est L1.
et qui sont bien sûr toutes les deux finies, dire que c'est une discontinue de première espèce, ça signifie qu'on fait le saut, on fait un saut fini entre ceci et ceci. Alors évidemment, on aurait pu faire aussi dans l'autre sens. Donc, dire première espèce, ça signifie de façon que le saut, on fait une discontinuité, mais avec un saut qui est de longueur finie. Alors, de même, en fait, on aurait pu le dire, ça n'ajoute pas grand-chose un petit peu à l'originalité du cours, discontinuité de seconde espèce, c'est dans le cas où, maintenant, le saut est infini. Prolongement par continuité. Alors maintenant, je prends f, un élément qui va, une fonction qui va de l'intervalle i vers r, je prends maintenant a un élément extrémité, mais n'appartenant pas à i. Très important, je prends un élément extrémité qui n'appartient pas à i. On dira que f est prolongeable par continuité en a si d'abord la limite en a existe, mais ça on sait que même si petit a n'est pas dans i, je peux parler de limite. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que si je définis g par g de x égale f de x sur i, a n'est pas dans i, et par g de a égale à l, la fonction g est continue. Alors on va voir, exemple, si vous voulez, célèbre. Je prends ici f de x égale sinus x sur x, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous voyez, j'ai enlevé 0 parce que je divise ici par x. Donc, je suis obligé d'enlever. Question, est-ce que je peux prolonger cette fonction par continuité? Bien sûr, en 0. Alors, on a vu, pour les fonctions, on sait que sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc, quelle est la fonction prolongement par continuité? On va dire g de x égale sinus x sur x, c'est x positif, et 1, c'est x égale à 0. C'est-à-dire que maintenant, on a la définition de la continuité. Quelle est la limite de g quand x tend vers 0? Ben, c'est 1. Quel est g de 1? C'est 1. Donc, effectivement, on a la continuité. Ceci s'appelle le prolongement par continuité d'une fonction f. On a un point A qui est extrême. Vous voyez ici, ce que j'ai fait avec 0 plus l'infini, j'aurais pu aussi le faire avec moins l'infini 0, exactement pareil, 0 étant une extrémité. Propriétés. Alors, on va voir maintenant un certain nombre de propriétés de la continuité qui sont assez faciles. Alors, toutes les propriétés sur la continuité découlent des propriétés sur les limites. Donc, on va passer un peu facilement là-dessus. Opération sur les applications continues en un point. Si je prends deux éléments, c'est-à-dire deux fonctions qui vont de i dans R, et A un élément de i, si f et g sont continus en A, alors il en est de même pour le produit et pour, je dirais, la somme, et évidemment aussi par la multiplication par un scalaire. Pourquoi? Tout simplement, il suffit de dire, j'utilise les propriétés des limites vis-à-vis des sommes, vis-à-vis des produits, et vis-à-vis de la multiplication par un scalaire. Si f est continu en A, et si f de A est différent de 0, 1 sur f est continu en A. C'est encore la même chose. On avait, si f admet une limite L en A, si L est différente de 0, 1 sur f admet une limite 1 sur L en A. Ici, L n'est que f de A. Si f continue en A, et si G continue en B égale à f de A, alors G rond f est continu en A. C'est exactement pareil, si vous voulez. Donc toujours, ces propriétés de continuité vis-à-vis de la somme, du produit, multiplication par un scalaire, de l'inverse et de la composition, elles découlent tout simplement des propriétés qu'on a déjà vues pour les limites de fonctions. Alors, vous remarquez, on est en train en fait, de suivre presque mot à mot les propriétés sur les limites de fonctions. Caractérisation séquentielle de la continuité. Je prends une fonction qui va de l'intervalle i vers R. Je prends A, un élément de i. Vous voyez un petit peu la seule différence qu'on fait, c'est que au lieu de dire A est extrémité ou A n'est pas nécessairement dans i, ici on oblige petit a à être un élément de i. Pardon.
f est continu en A si et seulement si, pour toute suite UN de I qui converge vers A, la suite de termes général f de UN doit converger vers f de A. Alors, ceci nous permet, en fait, de voir que parfois, certaines fonctions ne sont pas continues ou sont discontinues en A. Comment faire? Il suffit, par exemple, si il existe une suite UN d'éléments de I, UN converge vers A quand n tend vers plus infini, si f de UN, maintenant c'est une suite, n'admet pas de limite, alors f n'est pas continu en A. De même, vous voyez, ça signifie tout simplement, j'ai utilisé tout simplement une contraposée de ceci. Mais cette proposition a une autre manière de voir la contraposée qui est la suivante. Si il existe une suite UN d'éléments de I, UN qui converge vers A, il existe une suite Vn d'éléments de I, Vn tend vers A, si f de UN tend vers L1, f de Vn tend vers L2, L1 différent de L2, alors f n'est pas continu en A. Donc ça, c'est très important. La contraposée de cette propriété nous permet, dans beaucoup de cas, de montrer que la fonction, là, qu'une fonction n'est pas continue en un point. Maintenant, nous allons passer à la notion de continuité sur un intervalle. Si f est une fonction d'intervalle I sur R, dire que f est continue sur tout l'intervalle I, si et seulement si la fonction est continue en tout point de I. Donc, dire continue sur un intervalle, c'est continu en chaque point de l'intervalle. Alors, comme notation, on écrit C de I dans R, ou tout simplement, s'il n'y a pas de risque de confusion C de I, l'ensemble des applications ou fonctions continues sur I, bien sûr, vous voyez ici c'est R, à valeur réelle. Nous allons maintenant passer à un des théorèmes les plus importants de l'analyse, qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une application continue sur un intervalle I. Je prends A et B, deux éléments de I, vérifiant bien sûr A plus petit que B. Soit Y un réel compris entre f de A et f de B. Alors ici, vous voyez, je ne spécifie pas si f de A est inférieur à f de B ou f de B est inférieur à f de A, mais je dis au moins 1 entre les deux. Alors, il existe un réel X compris entre A et B tel que f de X égale à f de Y. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. On va essayer de voir ça un petit peu sur... Vous avez une fonction qui est continue. D'accord? Alors, je trouve que dans ce cas, j'ai pris une fonction qui est un peu croissante, mais bon, il n'est pas nécessaire que la fonction soit croissante. Ça c'est, je prendrai, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est f de A, pardon. Je prendrai ici c'est B, ça c'est f de B. J'aurais pu faire un dessin où f de B est inférieur. Je prends donc n'importe quel élément entre A et B. Donc un Y ici. Vous voyez ce que je vais faire? Donc, je me ramène. Donc ici c'est Y. Ici c'est le X. F de X égale Y. Vous voyez le mot intermédiaire entre f de B, f de A, je trouverai un élément X entre
A et B. J'aurais pu faire un dessin où f de B est plus petit que f de A. Donc il n'est pas nécessaire que la fonction soit ni croissante ni décroissante. Alors attention, cette valeur intermédiaire, ici on a l'impression que ce x, il est unique. Attention, il n'est pas nécessairement unique. On va voir un autre exemple où il n'y a pas unicité. Je prendrai comme ceci. Donc je vais prendre, ça c'est A, ça c'est f de A. Je prendrai, ça c'est B. Vous voyez ici, c'est B. F de B va être ici. Si je prends maintenant un Y, remarquez ce qui va se passer. Donc, il va lui correspondre ici un X1. Il va lui correspondre ici un X2. Vous aurez f de X1 qui est égal à f de X2 qui est égal à Y. Donc, cet élément X qui est donné par le théorème des valeurs intermédiaires n'est pas nécessairement unique. On verra l'unicité sous certaines conditions. Une proposition ou un énoncé équivalent, l'image par une fonction continue d'un intervalle est un intervalle. Vous voyez ici, alors ici, énoncé équivalent au théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction ou une application de i à valeur réelle, f de i est nécessairement l'intervalle. S'il n'y a pas de trou dans l'image, il n'y a rien. Alors, comme proposition, une utilisation, je dirais, très importante que l'on fait de ce théorème des valeurs intermédiaires, je prends A et B, je suppose que f de A est négatif, f de B est positif, ou j'aurais pu supposer que f de A est positif, f de B négatif. Ce qui est très important, c'est que le produit f de A fois f de B négatif, alors il existe un C appartenant à AB. Donc, je ne peux pas ici préciser qui est le plus petit, mais j'ai dit entre A et B, tel que f de C égale à 0. Alors, la première application qui me vient à l'esprit, c'était dans la leçon précédente, sur les suites, on avait une fonction qui était logarithme de 3 plus x égale à x pour résoudre cette équation-là. Alors, pour résoudre cette équation-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout d'abord voir, alors si on dérive cette fonction, donc on pose g de x égale à logarithme de 3 plus x moins x. Alors bien sûr, si on a envie de voir un petit peu le sens des variations de cette fonction, on a g' de x qui est égal à 1 sur 3 plus x moins 1, qui est égal donc à moins 2 moins x sur 3 plus x. Vous voyez que et là on va voir un petit peu une application du théorème des valeurs intermédiaires, 0 plus l'infini. La fonction est donc, comme cette quantité, vous voyez ici, est négative, alors la fonction va être décroissante et va faire ceci. Ici, c'est logarithme de 3. Ici, c'est moins l'infini. Qu'est-ce que je remarque? Logarithme de 3 est un nombre qui est positif. Je prendrai une valeur ici, ça va me donner quelque chose de négatif. Donc, moralité, il existe un unique L tel que logarithme de L plus 3 moins L égale à 0. J'aurais pu aussi prendre, si on prend la valeur 1 ou la valeur 2, par exemple, on aurait pu aussi dire L est comprise entre 0 et 2 ou entre 1 et 2. Il suffit maintenant d'appliquer cette propriété des valeurs intermédiaires à 1 et 2, voir que le produit entre f de 1 et f de 2, ou f de 0, f de 2, là où on veut bloquer un petit peu ce L, et voir que f de C égale à 0 pour un certain C. Attention, ici, vu la monotonie, on remarque qu'il y a unicité. Mais attention, dans le cas général, il n'y a pas unicité. Maintenant, fonction continue sur un segment,
dire que f est une application continue, si je prends, pardon, une application continue sur le segment, vous voyez ici, je prends un segment qui est fermé, borné, parce que A et B sont réels. Je n'utilise pas ici la droite numérique achevée. Alors, f de AB est un segment du même type. Vous voyez? Alors, comment réécrit-on un petit peu ce théorème-là? Tout simplement que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné AB est bornée et atteint ces bornes. Alors vous savez qu'est-ce que c'est que borné? Il admet un minimum, un inf, et admet un sup. En fait, ces minimum et ce maximum, cet inf et ce sup vont être atteints. C'est-à-dire, il existe un x0 tel que f de x0 soit le minimum de f. Il existe un x1 tel que f de x1 soit le maximum de f. C'est un théorème très important, mais ce n'est valable que pour un intervalle, vous voyez, fermé des deux côtés et en même temps borné. Cet intervalle n'est pas vrai si on ouvre, par exemple, ici en A, ou si on ouvre en B, ou si on ouvre aussi bien en A ou en B, ou si A est égal à moins l'infini, ou si B est égal à plus l'infini. On a besoin de nombres réels finis pour dire borné, et on a besoin que ce soit fermé des deux côtés pour dire fermé. Donc, dans la terminologie mathématique, on appellera ça un compact. Donc, toute fonction continue sur un intervalle fermé, borné, est borné et atteint, vous voyez, atteint, ça signifie que le minimum est atteint en x0, le maximum est atteint en x1. Donc ça c'est le théorème qui est... Alors maintenant, on passe au théorème de la bijection réciproque. Je prends une fonction de l'intervalle i dont R, maintenant l'intervalle est quelconque. Vous voyez, quand je veux spécifier qu'il est fermé et borné, on l'écrit spécifiquement. Ici, on écrit i, donc on suppose que f est continu et strictement monotone. Je ne dis pas monotone, je dis strictement monotone. C'est-à-dire, elle est soit strictement croissante, elle est soit strictement décroissante. Alors, f est une bijection de i dans son image, qui est j égale à f de i. De plus, la bijection réciproque est aussi continue, et aussi monotone, et a le même sens de monotonie que f. C'est-à-dire, si j'ai une fonction qui est strictement croissante de i vers j, alors j est égal à f de i, alors f moins 1 est une bijection de j vers i, qui est continue et aussi strictement croissante. Dans le cas strictement décroissante, j'aurai aussi strictement décroissante. Alors, ça nous permet parfois, pour montrer qu'une fonction est bijective, je n'ai plus besoin de faire x, parfois faire des calculs très compliqués dans le sens, dire que x égale y équivaut que f de x égale f de y. Il faut revoir l'injection. Et puis, quel que soit y dans j, il existe un x, un unique x dans i, tel que f de x égale à y pour voir la surjection. Je n'ai plus besoin de ça. Il suffit que je voie que f est strictement monotone, mais bien sûr, de i sur f de i, que j'appelle j. Alors, je rappelle que f étant continu, l'image d'un intervalle est un intervalle. Maintenant, ici, l'intervalle peut être fermé, peut être borné, peut être non borné, peut être ce qu'il veut. Uniquement dans le cas fermé-borné, où on a l'image aussi est fermé-borné. Donc, vous voyez, c'est très très important. Alors maintenant, on va passer à la continuité uniforme. Continuité uniforme. Alors, dans le mot continuité uniforme, il y a déjà le mot continuité. Je prends une application ou une fonction qui va de l'intervalle i dans R. On dira que f est uniformément continu sur i, si seulement aussi quoi. Pour tout epsilon, il existe delta tel que, quel que soit x, quel que soit y dans i croix i, x moins y très proche l'un de l'autre, vous voyez, x moins y inférieur à delta, implique que f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon.
Alors, on va se demander, mais quelle est un petit peu cette notion de continuité uniforme? Et on a l'impression qu'un petit peu que c'est tout ceci, s'écrit de la même manière à peu près que la continuité. Faisons attention, très très attention à ceci. Quand je parle de continuité, je dis continu en A. Donc je spécifie petit a, appartenant à I. Je vais dire, quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, quel que soit, alors je vais noter ici x, appartenant à I, x moins a est inférieur à delta, entraîne f de x moins f de a inférieur à epsilon. Donc, faisons attention. Rappelons-nous un petit peu notre leçon de logique sur les quantificateurs. J'ai ici le delta qui existe. Il vient après quoi? Il vient après le epsilon. Il vient après le petit a. Ce signifie tout simplement que delta qui est ici, il dépend de quoi? Il dépend et de epsilon et de petit a. A priori, delta dépend des deux. Donc, si je change, je vais dire, maintenant, je prends un élément B dans I, je vais avoir un epsilon, je vais avoir un delta, ce n'est pas nécessairement le même delta. Même si je dirais par habitude, on fait la même notation, attention, ce que l'on écrit ici, ce sont des quantificateurs logiques, le delta ici dépend de epsilon et de petit a. Faire très attention. Bon, maintenant, quand on voit maintenant ce qui se passe pour la continuité uniforme, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que je n'écris pas de petit a, j'écris quel que soit epsilon, il existe delta. Donc d'après les quantificateurs, le delta dépend que de epsilon, et puis j'ai une écriture. Donc la grande différence entre la continuité et la continuité uniforme, c'est que quand je travaille pour la continuité, le delta dépend du point où j'étudie la continuité. Pour la continuité uniforme, le delta ne dépend pas du point A. Donc, vous voyez, la différence entre continuité et continuité uniforme, c'est que nous avons un delta qui exprime le rapprochement de petit a, qui a priori dépend de petit a dans le cas de la continuité tout court, mais dans le cas de la continuité uniforme, il ne dépend pas de petit a. Alors, il y a quand même, si vous voulez, un théorème qui s'appelle théorème de Hein. Si f, mais toujours, vous voyez, les théorèmes les plus intéressants, je dirais, dans ce cas-là, ils ne sont valables que sur un intervalle fermé, borné, de réel. Je n'admets pas ici plus l'infini ni moins l'infini. Si f est continue sur AB, alors elle est uniformément continue sur AB. Maintenant, nous allons passer aux applications lipschitziennes. Alors, les applications lipschitziennes sont très très importantes, par exemple, dans tout ce qui concerne l'analyse numérique, par exemple. Donc, on s'intéresse à voir un certain comportement, je dirais, pseudo-linéaire de ces fonctions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction lipschitzienne? Je me donne une fonction qui va de I dans R. Je me donne un lambda qui est réel, strictement positif. Je dirais que f est lambda lipschitzienne, ou encore lipschitzienne de rapport lambda sur I, si et seulement si, pour tout xy dans y croix I, on a, vous voyez un petit peu, c'est très important, la distance entre f de x et f de y est majorée par la distance x moins y multipliée par lambda. Le cas le plus intéressant, c'est dans le cas où lambda est strictement inférieur à 1. On dira dans ce cas-là que l'application f est contractante. Ça signifie qu'elle diminue les distances. Rappelons, vous voyez, qu'est-ce que ça signifie lambda lipschitzienne? C'est que la distance entre f de x et f de y, elle est majorée par le lambda, vous voyez, lambda, c'est ce qu'on appelle le rapport, ou encore ce lambda-là, x, y. Opération entre applications lipschitziennes. On va voir que, petite remarque, toute application lipschitzienne
Alors quand je dis Lipschitzienne, c'est-à-dire un rapport quelconque, lambda Lipschitzienne est uniformément continue. C'est-à-dire que les fonctions Lipschitziennes jouissent de propriétés plus puissantes que les fonctions tout simplement continues. Donc, toute application lambda Lipschitzienne est une application uniformément continue. Vous avez ici f est lambda Lipschitzienne sur AB et lambda Lipschitzienne sur BC. Alors, f est lambda Lipschitzienne sur AC. Ça signifie que parfois, f s'écrit de manière différente. Et donc, on a, sur AB, on sait faire un certain calcul. Sur BC, on sait faire un certain calcul. On en déduit tout simplement que sur AC, on a la même propriété. Alors, cette propriété d'être fonction lambda Lipschitzienne sur I est aussi bien valable, passe avec la somme. Si f et g sont toutes les deux lambda Lipschitziennes, f plus g est lambda Lipschitzienne. Si f est lambda Lipschitzienne, alpha f est valeur absolue. Attention parce que le poids du caractère, si vous voulez, d'être de Lipschitz est un caractère, un nombre positif. Donc si je prends alpha quelconque réel, lambda f est valeur absolue de lambda Lipschitzienne sur I. Si f et g sont lambda Lipschitzienne, alors est bornée, donc à faire attention ici, f et g sont lambda Lipschitzienne et bornée sur I, le produit. Pour la multiplication par un scalaire, le problème ne se pose pas. Pour le produit, par contre, il y a un petit problème. Il faudrait donc quand même faire attention à ce que les fonctions restent bornées pour qu'on puisse obtenir quand même le caractère Lipschitz. Et enfin, si f est lambda Lipschitzienne sur I, si g est mu Lipschitzienne sur I, et si f de I est inclus dans J, l'application G rond f est lambda mu Lipschitzienne. Ça, on peut facilement le voir en disant, si je prends G rond f de x moins G rond f de y, je considère c'est G de f de x moins G de f de y, donc c'est inférieur ou égal à mu, f de x moins f de y. J'applique maintenant le fait que f est lambda Lipschitzienne, donc c'est inférieur ou égal à mu lambda x moins y. Et ainsi, par cette notion de fonction Lipschitzienne, est conservée par la composition, sauf que c'est le poids qui change un tout petit peu.